Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Nous allons donc aborder lors de cette conférence l'optimisation et la sécurisation d'un réseau OT industriel. Euh, voilà, donc on sait que le monde évolue vers davantage de technologies numériques. L'activité industrielle, bien sûr, n'échappe pas à cette règle. De plus en plus d'objets sont connectés aujourd'hui et des concepts de l'industrie du futur se mettent en place. On observe aussi une convergence des mondes IT et des mondes OT. Donc le monde IT, c'est le monde de l'information, le monde bureautique. Et le monde OT, c'est le monde de l'opérationnel, en fait, les process industriels. Donc on observe, comme je le disais, une convergence, même s'il existe encore aujourd'hui un effort de convergence qui reste à faire. On rencontre dans notre quotidien beaucoup de DSI et beaucoup de personnel de maintenance ou d'automaticiens. Dans beaucoup de structures, il y a une communication entre ces différents mondes, mais bien évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour que ces deux mondes se rencontrent et puissent discuter du sujet de la sécurisation des process industriels. Au niveau de l'industriel, on a des particularités. Il est nécessaire d'assurer la continuité du process. Donc pour ce faire, on va déployer des architectures de réseau qui vont permettre de mettre en place des redondances d'alimentation, des redondances d'équipement, des redondances de liens, de médias, pour encore une fois assurer cette continuité. On a besoin d'avoir des réseaux qui sont performants, puisque de plus en plus d'automates programmables sont sur des communications extrêmement rapides. Donc ce sont des choses qu'il faut appréhender. Et on doit aussi appréhender des mécanismes particuliers tels que les temps réels, les synchronisations, les mécanismes de priorisation, quand on va gérer par exemple des outils robotiques qui sont connectés sur ce réseau Ethernet industriel, il faut être capable de le gérer. Au niveau des process industriels, souvent, les mainteneurs ne sont pas forcément formés au monde de l'informatique. C'est pour ça qu'on va proposer des solutions de maintenance qui sont adaptées aux électriciens, aux automaticiens, avec des outils de sauvegarde, restauration qui sont adaptés. Et enfin, des capacités de diagnostic étendues, de paramétrage accessibles aux automaticiens, par page web par exemple, pour éviter justement de déployer des lignes de commande. Jusqu'à aujourd'hui, on était sur un concept pyramidal qu'on appelait l'industrie 3.0, qu'on trouve ici, où vous aviez en fait des strates, des couches qui étaient bien identifiées. On avait par exemple une couche de capteur actionneur, une couche d'entrée-sortie déportée, une couche d'automatisme, une couche de SCADA, une couche de RP, avec une communication, je dirais, relativement linéaire. On observe en fait une phase de transformation de cet univers, puisqu'on va avoir de plus en plus de capteurs actionneurs à gérer, qui deviennent communicants. On va commencer à rencontrer des notions d'automates virtuels. On va avoir de la supervision centralisée, qui va être en étroite liaison avec les systèmes ERP, donc les systèmes supérieurs qui sont dans les industries, pour pouvoir passer les consignes de production. Donc tout ce monde-là est de plus en plus imbriqué et de plus en plus communicant. C'est pour ça qu'on a un concept qui est l'industrie 4.0, qui est un système un peu par pilier, où on va avoir beaucoup d'entrées-sorties déportées qui sont déployées, beaucoup d'automates, de la connectivité, bien évidemment, avec du cloud local ou du cloud centralisé qui va permettre de pouvoir remonter des informations en temps réel. Et tout ça, aujourd'hui, il faut l'optimiser, il faut l'appréhender, il faut le sécuriser. On a un autre concept qui s'appelle le TSN, qui est le Time Sensitive Networking, c'est-à-dire la capacité sur ce type d'architecture de rendre un réseau Ethernet déterministe. Pourquoi déterministe ? En fait, aujourd'hui, le réseau Ethernet n'est pas déterministe. On va être capable de prioriser des trames en fonction des services, mais on n'est pas capable de garantir que tous les services vont être exécutés. Cette notion faite de déterminisme va vous permettre de pouvoir définir un pourcentage de bande passante pour un service alloué, et ça vous donne la garantie que sur un tour, tous les services vont bien être traités en fait. Donc pourquoi se protéger ? Beaucoup de nos clients nous disent « Oui, mais moi, mon réseau Ethernet n'est pas forcément ouvert sur le monde de l'Internet, donc quelque part, je ne prends pas de risque en fait. » Donc la première réflexion, c'est que si on a un réseau process industriel qui est ouvert vers l'extérieur, que ce soit en accès de télémaintenance vers un mainteneur externe
ou que ce soit vers un réseau IT qui, lui, est ouvert au monde de l'Internet, forcément, c'est une faille de sécurité qu'il faut gérer. Mais si le réseau industriel n'est pas ouvert à ce monde-là, c'est pas pour ça qu'il n'est pas sensible et qu'il ne faut pas l'optimiser, qu'il ne faut pas le sécuriser, puisque en local, on peut rencontrer des failles de sécurité. Donc, dans sa réflexion de déploiement d'architecture de réseau OT, il faut l'intégrer. Alors, quels sont les risques? Donc, d'une part, déjà l'ignorance. Si vous avez dans vos équipes quelqu'un qui accède à un réseau process et qui n'a pas la compétence technique pour pouvoir accéder à ce réseau, forcément, derrière, il peut y avoir des dommages. L'autre élément, c'est la maladresse. On modifie un paramétrage de réseau, on se trompe dans le paramétrage qu'on effectue, forcément, il y a des conséquences. Donc, il faut l'intégrer. Ensuite, la malveillance. On verra un peu plus tard. La malveillance, elle n'est pas qu'externe. On a aussi une malveillance locale qui peut être importante et qu'il faut appréhender. On a les bugs logiciels. Il est nécessaire, dans les réseaux industriels, de déployer des solutions qui ont une certaine maturité. Donc typiquement, on va mettre des versions de firmware qui sont quand même assez matures pour éviter justement de rencontrer ces fameux problèmes de bugs logiciels. Ensuite, il faut gérer les problèmes de fiabilité. Un réseau process industriel, il est là pour tourner, il est là pour tourner longtemps. Il est relativement limité de déployer des produits bureautiques pour gérer un environnement de process industriel. On propose, nous, des solutions qui vont avoir des MTBF extrêmement élevés. Ça va être du 25, 30, 35, 40 ans. Et là, effectivement, vous avez ces fameux problèmes de fiabilité qui vont être pris en compte. Et enfin, les environnements spécifiques. Vous pouvez rencontrer des problèmes de température étendue, des contraintes de température étendue, des contraintes d'environnement électrique, d'environnement CEM, des contraintes d'homologation, par exemple un environnement ATEX. Et il est important dans le déploiement de votre architecture de réseau industriel de prendre aussi en compte ces éventuels problèmes d'homologation de produits. Alors, quelles sont les menaces qu'on peut rencontrer sur un réseau industriel aujourd'hui? On a deux grandes familles de menaces qui sont le piratage de données et l'interruption de service ou l'arrêt de service. Alors, le piratage de données, on va rencontrer ce qu'on appelle l'usurpation d'identité ou l'IP spoofing, c'est-à-dire que quelqu'un va se connecter sur le réseau en usurpant en fait votre adresse IP. Et ensuite, on a un phénomène de sniffing ou d'écoute qui va avoir pour but en fait de sniffer le réseau et de récupérer en fait toutes les trames qui traversent votre réseau pour pouvoir récupérer l'information. Ensuite, l'interruption de service ou le déni de service qui lui va avoir pour vocation à minima de perturber le fonctionnement de votre process industriel, voire carrément de l'arrêter. On a par exemple une attaque connue qui s'appelle le MAC flooding. Donc on va en fait inonder de flux d'adresse MAC votre réseau et ça va augmenter votre bande passante et donc automatiquement perturber, voire arrêter votre réseau industriel. Donc ce sont des éléments qu'il faut aussi appréhender le cas échéant. Alors d'où viennent ces risques? On parlait tout à l'heure de malveillance. Donc 80% des risques, enfin des erreurs qui arrivent sur un réseau sont de type non intentionnel. Donc dans ces erreurs non intentionnelles, on va retrouver 48% de problèmes matériels, d'où l'importance tout à l'heure que j'évoquais de mettre des produits qui ont, je dirais, des MTBF qui sont élevés, des problèmes de maliciel pour 38%, et enfin 14% d'erreurs humaines, en tant qu'ignorance ou maladresse. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, comme je le disais, puisque là, on est vraiment sur un aspect non intentionnel, avec derrière une perturbation de réseau. Pour 20% d'autres, ce sont des erreurs intentionnelles. Donc sur ces 20% d'erreurs intentionnelles, on a 53% qui sont dus à des employés qui sont mécontents. Donc vraiment une malveillance locale. Et enfin, 47% qui sont des attaques de type pirate informatique. Donc on voit que sur ces 100% d'erreurs, on a grosso modo que 10% qui sont dus à des attaques externes avec des pirates informatiques. Ce qui montre bien que c'est quelque chose qu'il faut bien sûr prendre en compte, mais ce n'est pas le seul point qu'il faut prendre en compte dans sa réflexion de déploiement d'architecture de réseau industriel. Alors, est-ce qu'attaquer un réseau est compliqué? Est-ce que cela demande beaucoup de moyens? Là, j'ai ressorti quelques exemples de produits ou de solutions logicielles qu'on peut assez facilement trouver sur le net. Et vous allez voir que, par exemple, une injection de commande clavier,
Donc une petite clé USB avec un processeur sur lequel on va rentrer des lignes de commande et qui va derrière générer en fait un code, c'est 40 $. Un tap pour pouvoir justement brancher, sniffer les trames de réseau qui passent, c'est 200 $. Une attaque déni de service, une attaque DDoS, c'est grosso modo entre 30 et 70 $ pour une journée. Donc ce sont des choses qui sont finalement assez simples à se procurer et relativement pas très onéreux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second, c'est qu'aujourd'hui, avec YouTube, on a la capacité de pouvoir trouver énormément de tutos qui vont vous permettre de pouvoir fabriquer très facilement une attaque de réseau. Vous prenez une Kali, vous prenez un Raspberry par exemple, et vous allez avec un tuto YouTube, assez simplement, sans avoir forcément de grosses compétences informatiques, vous allez pouvoir comme ça modéliser une attaque. Donc c'est beaucoup plus simple qu'a priori on pourrait le penser. Alors, un cas concret sur un automate programmable, il existe en fait un site qui s'appelle Shodan, qui vous permet de pouvoir, sur un simple clic, lister les différents automates qui sont accessibles directement au travers de l'Internet. Là, par exemple, j'ai ressorti un automate S7200, un automate Siemens, et en me connectant directement dessus, j'ai la main sur sa page web, au travers donc justement de ce moteur Shodan. Et ce qu'on voit ici, ce sont les différents... voilà, je ne peux pas le faire avec ça. Bon. Les différents ports qui sont naturellement ouverts dans un automate programmable. Donc dans le monde Siemens, c'est une communication S7. On a par défaut le port 102 qui est ouvert. Et donc, un exemple d'attaque, un Raspberry avec une Kali. On fait une attaque S7 sur le port 102. Et à ce moment-là, on peut piloter une sortie d'automate programmable en bypassant en fait quelque part le programme de l'automate programmable. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. Un autre exemple, ce qu'on appelle le man in the middle, l'homme du milieu, la capacité de pouvoir se connecter et de pouvoir sniffer les trames qui vont passer entre deux périphériques IP. Donc je vois ici, j'ai une adresse IP30, une adresse IP32, et en fait, je mets un PC entre les deux. Et si je lance un petit utilitaire, pareil, téléchargeable gratuitement sur le net, eh bien, avant l'attaque, j'ai pas de communication. Et lorsque je lance une attaque qui s'appelle RP Poisoning, eh bien, je vais directement sniffer les trames qui vont passer entre l'adresse IP 10.30 et l'adresse IP 10.32, tout simplement. Et là, je fais du piratage de data. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'exploitation de failles logicielles. Donc, il suffit de se connecter sur les moteurs des constructeurs qui vont diffuser en fait les listes de failles qui existent sur leurs composants. Et rien n'empêche, je dirais, un pirate informatique de s'inspirer de ces failles-là pour pouvoir demain se connecter sur un système industriel. Alors, je ne peux pas parler d'optimisation de sécurisation de réseaux industriels sans parler de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est une agence qui dépend directement du ministère de la Défense. Et en fait, sa mission, c'est de définir des règles et une politique de sécurité minimum à mettre en place afin d'assurer, en toutes circonstances, une continuité de service chez les acteurs qui sont stratégiques pour le fonctionnement de l'État. Alors, qui sont ces acteurs ? C'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est les transports, c'est tout ce qui est production d'énergie, ce sont tout ce qui est ministère d'État, tout ce qui est bancaire. Donc tout ça, c'est classé par catégorie, il y a 8 catégories. Ces gens-là sont dans l'obligation de monter leur curseur de sécurité sur leur système d'information. Dès l'instant qu'on est sur un système d'information qui est jugé, je dirais, sensible, on doit monter ce curseur de sécurité. Donc tous les éléments qu'on vient de voir sont des éléments sur lesquels il faut réfléchir. Donc on a les OIV, opérateurs d'importance vitale, et on a depuis novembre l'année dernière ce qu'on appelle les OSE, les opérateurs de services essentiels, qui sont dans les mêmes catégories, qui sont entre guillemets un petit peu moins sensibles, un petit peu moins stratégiques, quoique. Et en fait, ça montre bien que la liste en fait, d'acteurs stratégiques est en train de se déployer et d'exploser en fait. Alors moi je vous encourage à aller sur le site de l'ANSSI et par exemple à lire ce guide de recommandation
qui va vous permettre, à minima, d'avoir une hygiène informatique sur vos systèmes industriels. Après, on peut monter les curseurs de sécurité. Tout va dépendre de la cible de sécurité que vous vous fixez. Alors, si on fait un peu d'histoire, dans les années 90, c'était simple. On avait les réseaux IT qui étaient complètement séparés des réseaux process, des réseaux OT. On avait entre les deux ce qu'on appelait le air gap, en fait, un trou. Donc là, on n'était pas, je dirais, embêtés. Les réseaux Ethernet étaient sur les réseaux supérieurs. Les réseaux industriels étaient souvent sur la communication série. Donc pas d'Ethernet au niveau des process industriels. Donc tout ce monde-là, ça allait bien. Au niveau des années 2000, sont apparus les premiers firewalls, donc les premiers organes de sécurité, couche 4, donc TCP, UDP, où au départ, le but, c'était vraiment d'assurer la sécurité de la communication entre le monde de l'Internet et le monde IT, le monde de l'information. Ensuite, sont apparus les firewalls qui permettaient de faire une première barrière entre le monde de l'information et le monde OT, et le monde du process indus. Le problème de ça, c'est que si on venait se connecter avec un PC sur le monde de l'OT, rien n'empêchait de pouvoir générer en fait un virus, par exemple, sur le réseau OT, puisqu'il n'y avait pas de protection. On avait une barrière entre l'IT et l'OT, mais derrière, c'est open bar. De même, un PC de maintenance, en local dans l'OT, pouvait lui aussi venir perturber complètement le fonctionnement du réseau process. Ça ne remontait pas vers l'IT, puisqu'effectivement, il y avait un firewall qui faisait barrière sur le dessus, mais en local, sur le processeur réel, rien n'empêchait de pouvoir générer une attaque. Ça nous amène vers un concept, en fait, aujourd'hui qu'on défend, qui est le concept de défense en profondeur et de la mise en place de zones et de conduits. En fait, l'idée, c'est comme un château fort. On déploie plusieurs zones. Entre ces zones, on a un lien média, un lien physique, qu'on appelle un conduit. Et on va venir, en fait, diviser notre système en plusieurs zones fonctionnelles. L'idée, c'est que si un attaquant accède à une zone, par ce mécanisme, l'attaque sera ciblée sur la zone, mais ne pourra pas se propager sur les autres zones. Donc on arrive en fait avec ce genre de mécanisme aujourd'hui, où une attaque sur la partie haute du process industriel va être bloquée directement par les firewalls de tête qui sont sur les différentes zones. Mais si vous avez un PC local sur une zone OT qui vient lui attaquer, la zone sur laquelle il est connecté, bien évidemment, va être perturbée. Mais par contre, on va étanchéifier les zones et les autres zones sont protégées. Donc voilà aujourd'hui un petit peu comment on travaille sur les architectures et les différents découpages qu'on est capable de proposer pour éviter les propagations d'attaques ou de virus. Alors, pour faire tout ça, il y a plusieurs moyens. Donc déjà, le premier moyen, c'est la barrière physique. C'est avoir des bâtiments qui sont fermés, avoir des coffrets, des armoires qui sont fermés avec des clés qui sont non standards, avec un registre des personnes qui détiennent ces clés. Ça va être un système de contrôle d'accès, ça va être un système de vidéosurveillance. Ensuite, on va pouvoir mettre en place une barrière physique dans l'armoire. Au niveau des produits, au niveau des switches, au niveau des routeurs, on a des possibilités en fait de pouvoir mettre des systèmes de verrouillage pour pouvoir bloquer physiquement l'accès au port. Ça, c'est la première brique. Ensuite, on a des solutions qui nécessitent certes du matériel paramétrable et puis un petit peu de compétences de paramétrage, c'est-à-dire mettre un premier pavé de sécurité. Ce premier pavé de sécurité, c'est fermer les ports qui ne sont pas utilisés, c'est mettre en place une politique de filtrage de ports, c'est-à-dire de dire moi sur ce port-là, je veux que seule cette adresse IP se connecte ou cette plage d'adresse IP se connecte. C'est modifier les mots de passe par défaut. Ça peut faire sourire, mais tous les audits qu'on fait, la quasi-totalité des mots de passe par défaut sont sur les produits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut gérer. C'est de mettre en place un protocole SNMPv3 chiffré dès l'instant qu'on met en place une station d'administration centralisée. C'est avoir une communication chiffrée vers cette station d'administration. C'est de mettre en place des systèmes de protection contre les boucles pour éviter ce qu'on appelle les tempêtes de broadcast qui vont donc naturellement écrouler votre réseau. C'est de lutter contre les extensions sauvages, donc de mettre en place des mécanismes qui vont détecter
une connexion sauvage et qui vont bloquer le port correspondant. Et enfin, des mécanismes, des architectures qui permettent d'assurer la redondance des liens pour, encore une fois, garantir la continuité de votre process. Ça, c'est extrêmement important. Alors, un exemple d'architecture de base, un anneau central avec un protocole standardisé qui s'appelle MRP, qui va avoir un temps de cicatrisation moyen d'à peu près 200-300 millisecondes, donc quelque chose d'extrêmement performant, rapide. Et derrière, quand on a besoin de venir étendre les capacités de cet anneau principal, pareil, des mécanismes d'anneaux secondaires, avec toujours ce mécanisme de redondance de lien qui vous permet d'assurer la continuité. Ensuite, les VLAN, donc ce qu'on appelle des réseaux virtuels. Donc la possibilité en fait de pouvoir étanchéifier les flux. L'idée, c'est d'optimiser les bandes passantes et de dire, moi j'ai un VLAN automatisme, j'ai un VLAN de vision industrielle, j'ai un VLAN de robot, et je vais comme ça séparer les flux. Le gros avantage, c'est que vous allez naturellement interdire un périphérique qui fait partie par exemple du VLAN automatisme, de pouvoir travailler avec un périphérique qui fait partie du VLAN robot. Donc là, on étanchéifie les différents éléments. Et si on a besoin de pouvoir communiquer avec l'ensemble de ces périphériques, on met un routeur en tête qui va router ces VLAN en fait. Ensuite, le déploiement de mécanismes de protection évolués. Donc tout ça, ce sont des briques qui sont nativement présentes dans les produits au niveau des paramétrages. Et en fonction du curseur de sécurité qu'on souhaite atteindre, et justement, on va venir paramétrer les éléments au fur et à mesure. Donc, par exemple, des requêtes ici d'IP Source Guard qui vous permettent justement de lutter contre l'usurpation d'adresse IP qu'on a évoqué tout à l'heure. Des mécanismes d'ARP inspection qui vous permettent de lutter contre les attaques man in the middle qu'on a décrit tout à l'heure. Des systèmes de protection anti-DOS, donc de déni de service, etc., etc. Donc, plus ça va, plus on peut monter le curseur en fonction, je dirais, des risques potentiels sur lesquels on veut travailler et pour lesquels on veut se prémunir, en sachant que plus on monte en sécurité, plus on perd en souplesse de réseau, bien évidemment. Donc après, il y a un compromis à trouver entre la sécurisation et l'optimisation de son réseau et la souplesse que néanmoins on souhaite conserver, par exemple pour les mainteneurs du réseau industriel. On a ensuite les access control lists, donc qui sont en fait des règles de filtrage qu'on va mettre en place dans les switches et qui vous permettent en fait de pouvoir, dès le niveau 2, mettre en œuvre des mécanismes de sécurisation et de dire, moi, entre tel port et tel port, je vais autoriser tel ou tel trafic, en fait. La mise en place d'outils d'administration et de traçabilité. Donc ça vous permet de pouvoir, en fait, surveiller l'état de fonctionnement de votre réseau. Donc on va pouvoir déployer des serveurs NTP qui vont permettre, en fait, de synchroniser le redatage des différents logs qui vont remonter à minima sur un serveur syslog. L'intérêt de ça, c'est que tout ce qui va se passer sur votre réseau va être tracé, va être horodaté. Et si, par mégarde, il se passe quelque chose sur votre réseau, vous allez pouvoir en fait récupérer l'information, l'analyser et, le cas échéant, la corriger. Et enfin, la mise en place de firewall ou d'UTM industriel, ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure avec les mécanismes de zone et de conduit, où là, vous allez pouvoir faire une gestion unifiée de menaces, c'est-à-dire filtrer les interconnexions réseau. Vous allez pouvoir faire de l'inspection en profondeur des trames. Vous allez pouvoir filtrer les protocoles industriels, filtrer les accès URL, faire de l'antivirus, faire du tunnel VPN pour faire de la communication distante sécurisée. Donc, encore une fois, après, tout dépend du curseur qu'on souhaite atteindre et dans quelle mesure on souhaite déployer nos solutions de sécurité. Voilà, donc 3 règles d'or. La disponibilité, donc mettre en place des mécanismes de redondance, de la supervision de réseau, mettre en place des produits robustes. De l'intégrité, donc il faut mettre en place des règles de filtrage, faire de l'inspection profondeur et surtout de la traçabilité. Et enfin la confidentialité avec en fait des politiques de chiffrement, de cloisonnement de réseau pour éviter justement
les attaques internes ou les attaques externes. Pardon. Voilà, donc un cas d'usage, donc c'est quelque chose en fait qu'on a déployé récemment, où là je représente l'étage supérieur, l'étage IT, ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée, qui va à la fois dialoguer avec l'étage IT, mais aussi dialoguer sur l'étage OT, sur l'étage process. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire une redondance en fait de firewall qui va sécuriser la partie haute et la partie accès Internet. Déployer quelques firewalls qui vont permettre de pouvoir faire justement du filtrage des différentes rames Ethernet. Et au plus près des équipements, déployer en fait d'autres organes de sécurité qui vont permettre de pouvoir pousser le trait un petit peu plus loin et de sécuriser en fait tout ce qui va être trame de protocole industriel. Et pour terminer, la sécurité dans les switches, donc de la sécurité de niveau 2, avec des politiques de VLAN, des politiques d'ACL, des politiques de blocage, de filtrage de port, qui va vous permettre en fait de pouvoir comme ça avoir une sécurisation sur tous les niveaux. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je n'ai pas été trop technique ? C'est juste pour synthétiser rapidement, c'est que pour faire le lien entre l'IT et l'OT, on met en place des systèmes de sécurité spécifiques pour chaque département d'un IT pour éviter une contamination généralisée par les virus. Absolument. L'idée, c'est vraiment de scinder les zones et d'avoir des politiques de sécurité qui sont plurielles pour éviter justement et minimiser ce risque d'attaque ou ce risque de déploiement de virus ou d'éléments comme ça. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, un bon salon.